Ok. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour cette table ronde euh, dont le sujet est donc la compromission des élites et la planification des arrestations de ce que nous appelons communément la cabale, cette mafia en fait qui est à la tête des États, des entreprises, des organisations supranationales. Donc, on est dans un contexte qui n'est pas uniquement français. Et nous sommes convaincus que ceci va se passer non pas au niveau à l'échelle du pays, mais à l'échelle planétaire. Donc voilà. Et alors la prise de conscience, c'est ça, c'est de se dire, OK, très bien, il va y avoir des arrestations pour que justement cette transition se fasse, mais concrètement, que se passe-t-il dans le plan physique pour que ces arrestations aient lieu? Et c'est là que, en écoutant le discours d'Éric Fiorile et du Conseil national de transition, nous pensons qu'effectivement le CNT, en tout cas à l'échelle de la France, pourrait être cet organe qui va générer justement ces arrestations, et d'où l'idée de se rencontrer et de parler justement de cette vision commune. Donc voilà, j'ai assez parlé. Éric, je te laisse la parole pour présenter rapidement le CNT. Alors, de mon côté, je dirais que le fait de méditer n'empêche pas d'agir, et le fait d'agir n'empêche pas de méditer. Donc l'un n'empêche pas l'autre, et je crois qu'il y a une parfaite osmose dans le concept entre le CNT et Prepare for Change et sûrement d'autres mouvements. Et le constat est le même, puisque ce constat d'une secte mondiale qui a réussi petit à petit au cours du temps à prendre le contrôle de pratiquement toute la vie physique sur Terre, c'est-à-dire à travers les banques, à travers les multinationales et les gouvernements. Cette secte est véritablement basée sur la criminalité, c'est-à-dire le non-respect de l'humain. Donc, effectivement, il est probable qu'il n'y ait pas beaucoup d'autres moyens que de les écarter complètement des postes qu'ils occupent. Après, la manière de le faire, le CNT aussi est parti sur la base d'un concept mondial et non pas du tout français. Et le premier ouvrage qui a servi de déclencheur, qui est la démosophie, donc qui remonte à 2006-2007, l'édition connue, est un ouvrage qui concerne réellement tout le monde, la planète entière, puisque le schéma se répète partout, et même dans les pays où on croit que ça ne se répète pas, et c'est en cours aussi, comme l'Inde ou autre. Le pays des droits de l'homme, c'est la France. La France a encore une image dans le monde entier qui reste assez noble, pas la vie réelle en France, mais dans leur pays, en tous les cas, vu de chez eux, pour eux, la France, c'est le pays modèle des droits de l'homme et de la liberté. Et sur cette image, donc, et sur une deuxième raison que j'ai découvert après, pas à ce moment-là, on a découvert qu'au niveau du droit international, et ça c'est un thème purement juridique, au niveau du droit international, la France est le seul pays disposant d'une constitution qui met automatiquement toujours la Constitution française et donc la Déclaration des droits de l'homme au-dessus de n'importe quel traité commercial, politique ou autre qui soit fait avec d'autres nations. Et cette particularité française nous donne un pouvoir, en tous les cas sur le plan juridique, sur le plan du droit international et sur le plan du droit interne. Alors, en se servant de ce pouvoir et en se servant d'une particularité technique qu'ont commis les juristes de Washington qui ont fabriqué un Conseil national de transition pour justifier l'agression de la Libye en dehors de toute décision de l'ONU, donc une agression qui était illégale. Pour la justifier, ils ont inventé un concept qui s'appelle Conseil national de transition et qui a la particularité d'avoir très peu d'exigences pour exister en droit international, puisque ça s'est créé à partir d'un type, en l'occurrence c'était de la justice, en Libye, qui a trahi Kadhafi. Et donc, lui, copain avec Sarkozy, ça faisait une personne et puis 2-3 Pékin qu'ils ont trouvé au passage. Et en fait, ça fait 3 personnes pour représenter le Conseil national de transition libyen. Ce qui veut dire que sur le plan juridique, au niveau du droit international, ils n'ont pas pu mettre de clause exigeant un nombre minimum. Et donc, partant de là, dans n'importe quel pays dans lequel les dirigeants ne respectent pas la constitution par laquelle ils ont été élus,
À partir de ce moment-là, le peuple est en droit de créer un Conseil national de transition et n'importe qui peut le faire. Ça peut être une personne, ça peut être 10, 100 ou 1000, ça n'a aucune importance. Dès sa proclamation et sa déclaration à l'ONU, dès cet instant, ce Conseil national de transition devient une entité de droit international, mais une entité française. Et donc, partant de là, on a donc créé ce Conseil national de transition en juin 2015. Et puis, depuis, le plus difficile, c'est effectivement de faire passer le message parce que c'est un schéma qui est juridique, parce que beaucoup de gens ont peur, parce que ce que vous rencontrez aussi à chaque fois que vous parlez à des gens, dès que vous parlez de satellite, etc., on est tous, je crois, personne n'a encore trouvé la solution miracle qui fait qu'on peut rentrer dans un bar le soir, parler et que les gens tout d'un coup s'éveillent. Il faut toujours argumenter énormément, il faut justifier énormément et les gens mettent beaucoup de temps. Et puis, c'est très bien expliqué psychologiquement par le fait qu'on a tous été comme ça à un moment ou à un autre. C'est-à-dire eu un moment dans notre vie où on a eu des croyances fortes parce qu'on les a appris à l'école, parce qu'on nous les a répétées, parce que la société et Hollywood, à travers la télé et les films, nous ont absolument conditionnés à penser d'une certaine manière. Et puis le jour où on découvre que c'était un mensonge, au début, on a beaucoup de mal à le croire, à l'admettre. Et donc, il faut un certain temps pour finir par admettre des choses qui viennent heurter les convictions qu'on nous a mis à notre insu parfois. Donc, excuse-moi, Eric. Pardon ? Je vais t'interrompre parce on est déjà rentré un petit peu dans le vif du sujet. Est-ce que juste pour terminer cette phase d'introduction, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui combien de personnes ça représente en France et dans le monde justement ces conseils nationaux de transition? Alors en France, il y a 58 000 environ, 58 000 correspondants, adhérents, et on a 7 900 membres actifs. Donc très peu par rapport à la population française, mais enfin bon, on n'est pas non plus très vieux. Et puis dans le monde, actuellement, il y a un CNT en cours de constitution en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Colombie, en Argentine. Qui reprennent donc le schéma qu'on a monté ici. Seulement, chaque pays affronte des difficultés juridiques qui ne sont pas toujours simples à résoudre. Il faut trouver d'abord dans leur pays un avocat de droit international, un avocat de droit constitutionnel, donc déjà 2 spécialistes. Ensuite de ça, il faut rédiger les documents, il faut trouver les articles et il faut trouver aussi dans la Constitution nationale ce qui permet de créer un Conseil national de transition selon les règles qui ont été déterminées par l'ONU. Et puis, il faut trouver surtout un leader, c'est-à-dire une personne qui est capable de porter ça, parce que ce n'est pas un projet qui est facile à porter. Il y a aussi cet aspect-là, mais enfin, c'est un aspect un peu secondaire, parce que le leader n'est pas un vrai leader. C'est vraiment une équipe, c'est vraiment un groupe, et chacun parle pour soutenir le CNT. Le CNT, ça reste un concept. C'est comme si on parle, par exemple, d'un gouvernement. Un gouvernement, un conseil national de transition, ce sont des concepts. Après, il y a ceux qui veulent mettre en place ce concept. On pourrait avoir un pays sans aucune gouvernance, et puis qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut mettre en place une gouvernance. Le fait de le penser, d'avoir envie de mettre en place le système, ça ne fait pas de vous le meneur de ce gouvernement. Ça fait de vous un de ceux qui le veulent. Et donc, nous, on est une association loi 1901 qui s'appelle La Transition, et qui a pour but de mettre en place un Conseil national de transition composé de 2000 citoyens qui soient parmi les gens les plus informés, avec des équipes de spécialistes dans tous les domaines, de façon à avoir exclusivement des commissions pour gérer la France en attendant que le peuple français rédige une nouvelle constitution et un nouveau mode de gouvernance. C'est parfait. Ce programme me va très bien. Je vous propose de passer à la partie vidéo et puis on va rentrer un petit peu plus dans le détail du sujet. Ça vous convient? Allons-y. Est-ce que vous entendez bien? Très bien. Réinitialisation mondiale imminente. Si j'ai un problème de débit, ça ne va pas le faire. Un vaste plan a été organisé depuis de nombreuses années, avec pour objectif de déclencher d'énormes changements positifs à travers la planète. Sa mise en place sera l'implémentation d'une justice équitable qui mettra fin aux abus des populations et écosystèmes de cette planète.
Nous avons été mis au courant à propos de ce plan par des contacts impliqués dans le projet, afin que l'on puisse se préparer à l'avance. Nous allons présenter ici des informations clés à propos du plan et de ce que vous pouvez faire pour aider. À savoir à propos de la transition à venir. Plusieurs élus, grands patrons et banquiers ont commis des crimes extrêmes contre l'humanité, volé beaucoup d'argent et corrompu notre société, médias, finances, etc. La résistance a été organisée et des agents gouvernementaux vont arrêter ces groupes criminels légalement. Et un procès équitable leur sera garanti afin de libérer la planète. Les médias de masse vont donner des preuves concrètes de ce qui s'est vraiment passé en secret. Le système financier sera arrêté pour 3 à 15 jours. Notre argent ne disparaîtra pas. Un nouveau système juste le remplacera, avec plus d'abondance pour tout le monde. Le vieux système était basé sur des dettes virtuelles, non basées sur des valeurs réelles, permettant à des petits groupes d'individus de voler et de manipuler les cours d'argent partout dans le monde. Toutes les dettes dues aux banques seront donc annulées. Les dettes honnêtes entre particuliers et entreprises devront être respectées. Le nouveau système sera basé sur des valeurs réelles, en particulier le cours de l'or, pour garantir des échanges justes. De vastes quantités d'argent qui ont été volées au cours des années seront redistribuées et partagées entre chaque être humain sur la planète. Que faire pour aider ? La transition sera pacifique. Il peut y avoir des perturbations temporaires dans les transports et distributions de nourriture et d'énergie. Préparez des vivres pour 3 à 15 jours. Restez calme. Ce n'est pas la loi martiale ni un coup d'État. Rien ne vous sera imposé. Aucune revanche sanglante ne sera autorisée. Ceci est un procédé de justice légale. Informez-vous, discutez, écoutez les annonces, faites vos propres recherches. Les conflits entre vous ont été créés artificiellement pour diviser, pour mieux régner. Nous devons vivre en paix entre frères et sœurs. Si vous le pouvez, aidez à ce que tout le monde soit en sécurité et ait le nécessaire. La date exacte de cet événement ne peut pas être prédite, mais le plan se déroule bien. Nous allons vivre en paix avec plus de liberté et d'abondance. Les solutions qui étaient réprimées vont être distribuées pour toute la planète et des projets humanitaires et environnementaux massifs vont être mis en place. Libération. Voilà pour la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu ou qu'elle vous a interpellé, tout au moins. Donc, excusez-moi, j'ai un problème, j'ai oublié. Voilà. Donc voilà, ça nous donne, ça vous donne un petit peu la vision que nous avons justement de la transformation planétaire qui va aller justement avec l'arrestation de ces élites.
Un des volets qui est adressé dans le cadre de cette vidéo, notamment, c'est la réinitialisation financière. C'est quelque chose, je pense qu'Éric, vous en parlez aussi, du fait que justement tout ça est lié à la corruption du système financier, le système tel qu'il est actuel, et que une remise à zéro et une arrestation massive justement de ces élites corrompues ne pourra se faire qu'avec une réinitialisation financière. C'est en tout cas la vision que nous en avons. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Alors, la vidéo elle-même, je dirais qu'on aurait aimé presque la faire nous, c'est-à-dire qu'elle correspond exactement à ce qu'on fait. Donc, elle est superbe, elle reprend les deux mots majeurs, à savoir la transition et la libération qu'elle met en avant. Et donc, en fait, c'est exactement le même schéma. Cette vidéo, alors, on aurait très bien pu la sortir si on avait les moyens techniques et si on savait faire des choses aussi bien. Oui, ça correspond exactement à ça. Pour parler du CNT, eh bien, le CNT, tous les gens qui sont au CNT sont des gens complètement informés. Parce que le conseil a été conçu de telle manière que ce sont surtout des écrits qui demandent parfois de la réflexion, et donc ce sont les gens qui sont les plus informés, qui sont rentrés au CNT, qui y participent, et comment dirais-je, ça veut dire aussi donc que tout ce qui est dans ce domaine, qu'on puisse parler des extraterrestres de Benjamin Fulford et de ses théories ou de celles de David Wilcox ou autres, tout cela, tous les gens du CNT sont complètement informés de tout ça. C'est parfait. Et il en résulte que dans l'action commune qui est purement concrète, le CNT, en se déclarant, est devenu donc ce qu'on appelle une autorité légitime. Alors, j'ai fait une vidéo tout récemment parce que je sais que c'est très difficile à percevoir pour beaucoup de gens. C'est devenu une autorité légitime en France, donc il y a un droit d'émettre des mandats d'arrêt. On a créé une Cour suprême qui est constituée d'une certaine manière et qui pallie à une absence du code français. Dans la loi française, on a un petit peu, à chaque fois qu'il y a une cour de justice, il y a toujours une contre-cour. Donc, par rapport à un tribunal simple, il y avait une cour d'appel. Par rapport à une cour d'appel, il y a une cour de cassation, et ainsi de suite. Et tout en haut, il y a le Conseil constitutionnel qui est chargé de ne dépendre que de la Constitution. Or, il manque l'élément essentiel, c'est-à-dire une structure juridique chargée de défense qui a fondé la France. Or, ce qui a fondé la France, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et il n'existe absolument aucune structure pour défendre cet organe. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ils le violent allègrement sans que le Conseil constitutionnel réagisse. Bon, vous me direz, en plus, ils ont viré tous les juristes qui étaient présents, c'est-à-dire qu'en fait, un organisme chargé de veiller au juste droit n'a pas un seul magistrat parmi ses membres. Et ensuite de ça, ils ont mis comme président un criminel qui devrait être en prison depuis plus de 20 ans. En l'occurrence, Laurent Fabius, responsable de la mort de milliers d'enfants en France, suite à l'affaire du sang contaminé. Le Conseil constitutionnel ne réagit en rien à toutes ces violations. Alors, on a créé une Cour suprême. Cette Cour suprême, elle a son mode de fonctionnement qui est basé sur 9 citoyens ayant un certain âge, une bonne connaissance du droit international et qui ne sont pas juristes. Aucun d'entre eux n'a de diplôme en matière juridique. Donc, ce sont des gens qui raisonnent simplement, sainement, comme vous le feriez vous, en lisant la Déclaration des droits de l'homme et en voyant une loi, par exemple, qui vient de manière flagrante contredire cette déclaration. Et partant de là, à partir du moment où on prend ce schéma, ces gens représentent ce qu'on appelle un ministère public. Un ministère public, c'est donc des gens qui sont chargés de constater l'infraction et de la déclarer, de la mettre évidente et ensuite de laisser un jury décider s'ils ont raison ou pas. C'est un petit peu le rôle d'un procureur. Un procureur peut décider donc de mettre en examen une personne parce que la laisser en liberté serait grave. Elle peut prononcer un ordre de détention et ensuite c'est un tribunal qui va juger la personne. Donc pour l'instant, nous n'en sommes qu'au niveau du ministère public, pas au niveau du tribunal. Et au niveau du ministère public, on constate de manière flagrante, et donc les documents sont en cours de préparation, on constate de manière flagrante des crimes contre l'humanité. Par exemple, les vaccinations de 2016 étaient sur la base de 3 vaccins obligatoires. 800 000 enfants ont été vaccinés. Les études faites
au cours de cette année 2017, ont montré que sur ces 800 000 enfants, plus de 650 000 étaient atteints de troubles mentaux ou physiques qu'ils conserveront toute leur vie. Le sujet des vaccinations est monstrueux, énorme. Pardonnez-moi d'interrompre. Je connais très bien le sujet des vaccinations. C'est effectivement un sujet qui est extrêmement sérieux. Et d'ailleurs, j'apprécie beaucoup votre engagement sur le sujet. Je regarde vos vidéos. J'ambitionne justement de faire aussi une table ronde, en particulier sur ce sujet, avec peut-être justement des associations qui sont actives dans le domaine. Mais vous avez raison de parler de ce sujet. C'est absolument capital par rapport à l'humanité tout entière, puisque ça agit sur tous les plans, pas seulement physique, mais aussi psychique et sur notre soumission au système. Allez-y, continuez. Alors, quand on constate cela et quand on sait que le responsable des affaires de santé d'un pays est informé de ce chiffre monstrueux, ça veut dire qu'en établissant une loi imposant 11 vaccins, il fait deux choses. Il condamne au minimum le même nombre d'enfants à être des sous-développés intellectuellement. Ils n'auront pas toutes leurs qualités cognitives et il le sait pertinemment avant. Le deuxième aspect est un aspect des droits de l'homme puisqu'il viole les droits familiaux, c'est-à-dire qu'on retire aux parents leurs droits sur leur enfant. Tout à fait. Et ça, c'est des motifs donc, qui permettent à cette Cour suprême d'exiger l'arrestation et la mise en détention pour crimes contre l'humanité de au moins 3 des principaux personnages actuels, Macron, le Premier ministre et le ministre de la Santé. Donc, voilà le genre d'opération qu'on fait. Maintenant, nous nous retrouvons avec cette Cour suprême dans la même condition que la Cour internationale de justice de La Haye, c'est-à-dire d'une Cour de justice qui existe, qui est bien concrète, qui est juridiquement fondée, mais qui n'a aucun pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, la Cour de justice de La Haye a condamné la France des centaines de fois, et la France n'a jamais exécuté aucune des sentences auxquelles elle a été condamnée. Pourquoi? Tout simplement parce que la Cour internationale de justice de La Haye ne dispose pas d'une force armée pour obliger la France à respecter et exécuter les sentences auxquelles elle est condamnée. On se trouve dans la même situation dans la mesure où aujourd'hui, on n'a pas la force armée pour déclencher ces arrestations. Et on a déjà fait l'opération le 10 juin de l'année dernière à propos de Valls, Hollande et Cazeneuve, pour en particulier les affaires du Bataclan, de Nice et autres, où il y a encore une fois des anomalies qui sont plus que graves et qui méritent la détention, et puis d'autres violations de la Constitution telles que la cession d'une partie des territoires de France à l'armée américaine pour constituer une base militaire en France. Et donc, si vous voulez, à chaque fois, on émet un mandat et puis maintenant, on est en train de constituer une force de police citoyenne qui est constituée de gendarmes et policiers en dehors de leur service. Est-ce que vous prenez des contacts par ailleurs avec l'armée, justement, puisque vous parlez de la nécessité d'avoir une force armée? Aussi. On est en contact avec plusieurs généraux, on est en train de préparer beaucoup de choses. Et il y a aussi des choses qu'on ne dit pas sur Internet, comme ça, par téléphone. On n'arrive même pas à s'échanger par mail. On est obligé parfois de faire 300-400 km pour se rencontrer, pour parler en toute discrétion. Donc, il y a des choses que je ne peux pas avancer trop ici. Alors, tout ça est en place. Il y a une urgence dont il faut tenir compte. Cette urgence, c'est d'un côté que ceux qui ont vraiment analysé toute la situation et qui la connaissent complètement, je parle des Illuminati, de la franc-maçonnerie, de la progression géopolitique, de l'état de la France, il est évident que Macron est là pour achever la France. Il doit terminer son mandat, la France n'existera plus. C'est sa mission et il est bien parti pour la remplir. D'un autre côté, il faut aussi savoir qu'il est fortement appuyé par les armées américaines et il faut savoir qu'aujourd'hui, le travail essentiel de ces sectes qui dirigent le monde consiste à multiplier les armées privées et diminuer les... C'est pour ça qu'il y a autant de recoupements dans le budget militaire, c'est pour ça que les armées sont fractionnées. En France, Sarkozy a commencé à enlever la gendarmerie de l'armée. Ensuite, il a mis l'armée sous les mains des Américains par l'OTAN. Et donc, tout cela, ce sont des... Et puis ensuite, on réduit les budgets. Et donc, tout ça pour réduire les armées nationales, des forces armées qui pourraient être patriotes. Et avec l'argent
en trop, maintenant, ils constituent des armées privées qui leur appartiennent directement et donc qui sont des mercenaires agissant pour leur compte. Donc on peut parler déjà d'Eurocorps et d'Eurogelfort que tout le monde connaît, mais il faut aussi parler de sociétés très privées comme une société qui s'appelle Velours et qui est une société de mercenaires français qui agissent un peu partout dans le monde, à qui on demande de raser un village africain qui gêne pour une extraction par exemple. C'est cette armée privée, de façon à ce qu'on ne puisse pas accuser l'État français. Et donc ces armées privées servent pour les opérations, on va dire, qui ne doivent pas apparaître au grand jour. Et cette armée privée devient énorme. Il faut savoir aujourd'hui que les armées privées dans le monde réunissent maintenant plus de 2 millions de soldats. Plus de 2 millions de soldats. Alors j'entends bien, mais la France possède... Elle a 80 000 membres. Hein. La France possède néanmoins une armée. Est-ce que vous pensez... L'armée française est ridicule. Elle a 80 000 membres qu'elle peut mobiliser face à 2 millions et elle a un équipement qui est en dessous de tout et qui n'a aucune possibilité de faire face à ces armées privées qui sont suréquipées. Et pour agir sur le territoire français tel que vous souhaitez le faire, pensez-vous que ce soit possible d'activer ces arrestations sans le soutien de l'armée? Pardon? Pensez-vous qu'il soit possible d'activer ces arrestations justement de personnalités qui sont très haut placées et qui ont des soutiens un petit peu partout grâce justement au réseau franc-maçon? Pensez-vous qu'il soit possible d'activer tout cela sans le soutien justement d'une force armée ou militaire? C'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. C'est disons que si vous voulez, après il faut passer par des chemins qui sont très spéciaux, dont je ne peux pas parler ici, mais on va dire que pour le CNT, pour les gens, enfin les quelques personnes du CNT qui s'occupent de cet aspect, parce qu'au CNT, il y a toutes sortes de gens. Donc il y a des gens qui s'intéressent uniquement à la santé, des gens qui se dédient complètement à l'éducation nationale, d'autres à un sujet, d'autres à un autre sujet. Ceux qui s'occupent de cet aspect ont un plan B, on va appeler ça comme ça, qui consisterait effectivement à ne pas passer par une véritable révolution armée avec les forces armées contre les criminels qui occupent l'Élysée et Matignon en toute illégalité. Seulement, il faut leur démontrer, parce que ce sont des légalistes et ce sont des gens extrêmement conditionnés, il faut donc leur démontrer, et ça c'est très difficile, l'illégitimité des hauts dirigeants pour qu'ils se sentent dans un état de droit. Et c'est à ce à quoi on travaille, vous l'avez sûrement vu à travers différentes vidéos. Et puis en même temps, il faut prévoir un autre plan, beaucoup plus risqué, plus dangereux, plus compliqué, mais bon, on essaye de partir d'un principe qui est assez simple. Si on ne le fait pas, nous, les gens, on va dire de mon âge, c'est abandonner nos enfants. C'est les abandonner à ce qui les attend, et on sait ce qui les attend quand on est conscient de ce qui se passe. Et donc, toutes les personnes qui ont vécu assez de temps sur cette terre se disent que pour le moins, on ne doit pas la quitter en laissant ses enfants dans la merde, quoi. On doit la quitter en leur laissant le maximum de possibilités d'avoir au moins la vie que nous, on a eue. Donc, cette motivation fait qu'on est prêt à prendre les risques qu'il faut prendre. Est-ce que ça répond à votre question? Ah oui, tout à fait. Mais alors, je vois en même temps là ce qui défile sur le chat. Quand je parle de force armée, j'entends pas forcément l'usage de la force, mais plutôt le fait d'avoir un soutien, parce que justement, toutes ces personnes qui doivent être arrêtées, ça va pas se faire d'un claquement de doigts. Il va bien falloir, comment dire? Il faut une force armée, et il faut une force armée légitime, donc sous les ordres d'une autorité légitime. Donc si c'est sous les ordres de ce Conseil national de transition, ça interdit la possibilité d'intervention onusienne. Et c'est ça le plus important. Parce qu'à partir du moment où on a une autorité qui est légitime et qui rétablit l'ordre dans son pays en arrêtant les criminels qui vont être jugés normalement, il ne s'agit pas d'aller assassiner les gens, il s'agit de les arrêter, de les faire passer devant un véritable tribunal. À partir de ce moment-là, du fait que c'est une autorité légitime, il n'y a pas de possibilité que l'ONU passe une mention autorisant l'attaque de la France. Et donc, les Américains n'auront pas la possibilité d'attaquer la France sans obliger à ce moment-là à une
réaction beaucoup plus grave de pays comme la Chine ou la Russie, dont l'intérêt est justement de maintenir la France. Et c'est pour ça que nous croyons justement, nous, à une action synchronisée au niveau mondial. Mais la question qu'on peut se poser derrière, c'est qui pourrait bien être derrière cette synchronisation. Mais ça nous amènerait loin. Je n'ai pas lu votre livre concernant la démosophie, mais pour vous écouter assez régulièrement, je pense que vous croyez qu'il va se passer quelque chose d'important en 2018. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ça? Est-ce que vous pensez que justement la maturation qui est nécessaire va nous amener à ces arrestations en 2018? Non, ce que je dis, et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo qui s'appelle Le Grand Chaos, c'est qu'eux ont prévu que 2018 serait la date du début du Grand Chaos. Le Grand Chaos, c'est un concept dans lequel ils marient 4 opérations simultanément, qui sont la faillite économique, la destruction totale du pouvoir financier, la destruction militaire pays par des guerres civiles, la pandémie, les épidémies et à la fin la guerre mondiale. Donc si vous voulez, ce grand chaos, c'est quelque chose qui est depuis 1850, depuis Pike et même avant Pike, déjà dans le premier ouvrage qui a été écrit en 1780, il prévoyait déjà ça. À cette époque-là, la pandémie n'en faisait pas partie, mais l'annulation de tous les gouvernements et de toutes les religions remplacées par le satanisme, par les guerres civiles, les guerres intérieures, les révolutions, etc. Tout ça, c'est prévu depuis 1780 dans leur premier ouvrage qu'on retrouve et qui existe toujours et dont la police a saisi quelques fragments et qui reste visible à la Bibliothèque nationale de Munich et qui s'appelle Le Testament de Satan. Et donc cet ouvrage a été repris ensuite par un autre ouvrage qu'ils ont sorti presque un siècle après, qui s'appelle Le Protocole des Sages de Sion, et que vous pouvez lire, et qu'en le lisant, vous allez voir que ça correspond bien à tout ce qui est en train d'arriver dans notre société aujourd'hui. Et puis ensuite, ça a été repris par une troisième formule qui s'appelle donc armes silencieuses pour guerre tranquille, et qui, lui aussi, réplique toujours la même chose. Donc tout ça, je crois qu'ici, normalement, tous les gens connaissent tout ça, savent tout cela, et il n'y a pas besoin d'entrer dans tous ces détails-là. Donc quand je dis 2018 à 2030, le grand chaos, c'est parce que c'est la période sur laquelle ils veulent étaler une dégradation totale des mœurs, de la vie sociale, de l'argent, de tout en même temps. Et puis là-dessus, vous rajoutez une pandémie qui est extrêmement facile, puisqu'ils ont fait admettre la géo-ingénierie. C'est-à-dire qu'en fait, les chemtrails qui voulaient maintenir secret, ils ont quand même maintenu secret pendant près de 20 ans, avant de maintenant commencer à peine à les rendre presque officiels. Mais en attendant, qui fabrique ces produits, qui décide de ce qu'on met dedans, etc., etc. Et à n'importe quel moment, comme de tous les laboratoires bactériologiques, à n'importe quel moment, ils peuvent vous bazarder dedans de la lèpre, la peste ou tout ce que vous voulez. Et donc déclencher effectivement une épidémie mondiale qui serait dévastatrice. Et c'est a priori tout ce qu'ils annoncent depuis très longtemps. Et si on suit leur programme depuis 200 ans, quand on voit la progression, ben, on est obligé de se dire que pour l'instant, il n'y a pas eu grand-chose qui les a empêchés d'avancer. Ils vont malheureusement, pour l'instant, tout va bien pour eux. Alors, sur ce point-là, je pense que nous divergeons. En fait, nous avons, quand je dis nous, en fait, je parle au nom de Prepare for Change, nous avons une vision beaucoup plus lumineuse de ce qui pourrait se passer justement en 2018. Et je pense que pour un observateur averti, il se passe énormément de choses dans le monde. Et enfin, bon, en tout cas, nous en sommes convaincus, et des choses extrêmement positives dans toutes les strates de la société. Mais bon, je voulais commencer par justement parler de cela, et puis vous m'avez interrompu, donc j'ai pas insisté sur le sujet. Toujours est-il que j'allais vous exposer un petit peu justement tous ces phénomènes qui peuvent rentrer pour beaucoup d'entre eux déjà dans le cadre du TDI, et d'autres, pour ceux qui ne savent pas, le TDI, c'est le trouble dissociatif de l'identité. Et donc, pour beaucoup aussi d'autres phénomènes, ce sont des phénomènes interprétés par des gens qui nous transmettent leur interprétation. Et c'est en partant de cela qu'après, on peut adhérer à leurs idées. Moi, je garde toute réserve, et pour moi, 2018, l'année lumineuse, elle sera lumineuse si nous, on éclaire. Mais si personne ne fait rien et qu'on attend que ça vienne d'ailleurs, je n'y crois pas. Si vous voulez approfondir cette notion du TDI, je ne m'empêche pas de l'espérer. Bien sûr, oui, je veux bien les anges, je veux bien les extraterrestres, et je veux bien tout ce qui est bon pour l'humain et la planète. Mais pour l'instant, je me dis que tant que je n'ai pas la certitude qu'ils vont venir, il faut mettre la main à la pâte. Donc voilà un petit peu ma position
dans ce domaine-là. Ce qui ne veut pas dire que je méprise ou que je néglige la possibilité d'une autre dimension, puisque j'ai beaucoup étudié les écrits d'Hermès Trismégiste. J'ai vu et constaté, comme beaucoup de gens, la démonstration de la réalité de ces écrits qui ont plus de 3000 ans et qu'aujourd'hui, les nouvelles découvertes dans le domaine quantique prouvent qu'effectivement, c'est assez justifié. Donc, j'admets aussi qu'il existe une autre dimension. Je l'admets complètement, mais j'admets aussi qu'on n'a pas, il y a peut-être des gens qui ont la capacité d'y accéder ou autre. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont la capacité de s'en servir pour modifier les choses sur notre Terre. Et comme c'est un domaine que moi je ne maîtrise pas du tout, je laisse les gens qui sont dans ce domaine-là les exprimer à leur façon. Mais c'est pas pour ça que j'y adhère. Ou du moins j'y adhère en me disant peut-être c'est vrai, et tant mieux si ça arrive, mais en attendant, ça m'empêche pas de continuer à avancer dans la voie qu'on a prise. Et nous avons besoin justement de personnes comme vous qui avancent justement concrètement sur le terrain. C'est bien, comment dire, c'est bien la raison d'être aussi de cette réunion. Je pense que nous sommes complémentaires, même si nous ne le voyons pas forcément. J'aimerais quand même que vous nous donniez une vision un petit peu de votre calendrier. Comment vous voyez les choses là? Alors, il y a de l'actualité en ce moment, par exemple au Zimbabwe. Il y a un dictateur qui est tombé. Est-ce qu'il y a un CNT qui est derrière ou ça n'a absolument rien à voir? Non, en Afrique, c'est au Congo qu'il y a un CNT qui s'est déjà déclaré, et puis je ne sais plus quel autre pays, Burkina Faso, je crois. J'ai pas de certitude concernant le Burkina Faso, mais le Zimbabwe, non, je ne sais pas. Donc, il y a aussi des vrais coups d'État. Il n'y a pas que ceux du CNT, qui seraient d'ailleurs pas des coups d'État dans ce cas-là, ni ceux de la CIA. Il y a aussi des vrais coups d'État. Et vous coordonnez justement entre les différents pays? Pas avec Zimbabwe en tout cas. Avec le Congo, oui. Avec la Colombie, oui. Avec la Suisse, oui. La Belgique aussi. Avec la plupart, mais pas avec d'autres pays d'Afrique que le Congo. Et tous ont la même démarche? Oui, exactement la même. Alors après, vous parlez de réinitialisation. Bon, c'est un terme de l'informatique. Financière. Oui, c'est un terme qui vient de l'informatique. Nous, on ne l'emploie pas spécialement, mais bon, il est tout à fait logique, admissible. Il faut repenser complètement le système économique et financier. Il faut faire la différence entre les deux, surtout. Pour cela, nous, on a trouvé à travers un moyen qui est intéressant pour les Français dans un premier temps, mais surtout qui peut provoquer rapidement l'effet domino. Le principe, c'est de constituer un revenu universel. Ça, c'est un domaine sur lequel j'ai travaillé depuis plus de 20 ans, et avec des économistes de plusieurs pays. Donc, le principe du revenu universel, j'en parle pas ici, mais il est évident. Donc, je l'ai exposé dans plusieurs vidéos. Le principe du revenu universel, c'est donc que tout le monde dispose d'une somme qui serait entre 1 500 et 2 000 euros dans le cas actuel, qui serait du travail ou de n'importe quoi. C'est une somme en plus, qui vient donc forcément d'une création monétaire, ce qui veut dire qu'on crée le franc. Mais comme on est un gouvernement, et non pas un gouvernement, on est une autorité de transition, on ne supprime pas l'euro, c'est-à-dire qu'on le maintient, de façon à ce que la France reste dans le même schéma dans lequel elle est actuellement au niveau des échanges internationaux. Simplement, on émet le franc en plus, et on lui donne la même valeur que l'euro. Mais à la différence de l'euro, on l'indexe sur l'or. À partir du moment où vous avez une monnaie qui est indexée sur l'or dans votre poche et une autre dont vous savez qu'un jour ou l'autre, elle va s'écrouler, avec quoi vous payez votre baguette de pain? Vous la payez beaucoup plus volontiers avec votre euro qu'avec votre franc que vous préférez garder, parce qu'il est garanti par l'or. Donc si on monte un schéma comme celui-là en France, on s'isole de crash économique qui va forcément tomber et on protège l'ensemble du patrimoine français. Et en plus de cela, on se permet de reprendre toutes nos nationalisations. C'est-à-dire qu'en fait, tous les biens, le patrimoine français, que depuis Sarkozy, les politiciens liquident, tous ces biens nous appartiennent. Ils n'avaient pas le droit de les vendre. Et c'est bien écrit en toutes lettres dans la Constitution. Ils n'ont pas le droit de vendre le téléphone, l'électricité, le gaz, l'eau, etc., etc. Ils l'ont fait quand même. Donc, le fait de créer notre propre monnaie nous permet aussi de redevenir propriétaires de tous nos biens. Et donc, si la France est propriétaire de tous ces biens, on retrouve tous une qualité de vie
immédiate par déjà ce revenu universel, par la chute de toutes les factures qu'on a régulièrement par ces organismes privés maintenant, donc électricité, eau, etc. Et puis on ajoute à ça la libération des brevets, parce qu'il y a une multitude de brevets qui sont cachés ou séquestrés par les grandes multinationales ou par les laboratoires secrets militaires, qui pourraient être d'usage public et utilisés pour le grand public. Et donc, en faisant cela, il est certain qu'en très peu de temps, on déclenche la même envie chez les peuples voisins, qu'ils soient allemands, espagnols, italiens ou autres. Et je crois que là, on a, simplement par l'argent, par la qualité de vie qu'on retrouverait en très peu de temps, parce que si le CNT passe demain, au 1er février, ce revenu universel sera déjà en place. C'est juste le temps de fabriquer la monnaie, c'est rien. Donc, ça veut dire qu'en 2 ou 3 mois, la France a retrouvé son niveau de vie, a retrouvé son aura sur le monde, a retrouvé sa liberté, donc ses droits de l'homme, elle les remet en avant. Et rien n'interdit qu'en plus, au moment de cette prise de position, la France fasse une déclaration de paix au monde entier. Et dans cette déclaration, annonce sa volonté de réduire le désarmement, de lancer la décroissance globale pour restaurer la planète et permettre en même temps de gérer une décroissance qui enrichisse l'individu. Parce qu'une décroissance, c'est pas forcément une perte, ça peut être au contraire. Ça peut être un enrichissement de chaque individu pour une perte globale. Alors effectivement, on va perdre le nombre d'habitants, par exemple, parce que les politiciens en veulent le plus possible pour que ça fasse plus d'impôts. Mais est-ce qu'on vivait moins bien quand on était 40 millions en France, alors qu'on est 70 millions aujourd'hui? Pas forcément. Et donc le tout, c'est de savoir gérer cette décroissance. Et si on la gère correctement, eh bien ça enrichit chaque individu. Et donc ce concept-là est un concept qui peut se mettre en place extrêmement vite. Et si on le fait, on provoque un effet domino absolument énorme sur toute la planète. Et les élites, entre guillemets, ceux qui se nomment les élites, parce que j'ai du mal à employer ce mot à leur égard, ces gens n'auront pas leur place simplement dans cette société. Et si en plus ils sont arrêtés, il est fort probable que dans grand nombre d'entre eux, en particulier en France, c'est quelques milliers de hauts francs-maçons qui sont impliqués dans le programme MK-Ultra, qui se pratique de plus en plus dans tous les coins de France. Tous ces gens-là finiront comme les véritables criminels qui sont et donc passeront des séjours assez longs en prison. Est-ce qu'on peut revenir justement sur votre organisation, là, le CNT? Donc, imaginons que ces arrestations puissent avoir lieu, donc par exemple en 2018. Comment vous êtes organisé justement pour assurer cette transition? À partir du moment où le Conseil national de transition se met en place, il est l'autorité légitime de la France, il a donc sous ses ordres les forces armées, police, gendarmerie, militaires. Il ramène déjà tous les militaires qui n'ont rien à faire à garder les champs d'opium de la CIA en Afghanistan, il les ramène en France, il ramène les françaises en France parce que c'est là où est sa place, et cette armée avec la police et la gendarmerie suffit très largement à procéder à l'arrestation de tous ces pédocriminels. Maintenant, la plupart d'entre eux, dès que le CNT se mettra en place, vous pouvez être sûr qu'ils vont emporter tous les tableaux qu'ils trouvent à l'Élysée et se barrer avec. Ils seront à New York avant qu'on soit arrivé à l'Élysée. Hein. Ma question, c'est pas ça. C'est qu'on va quand même. On a aujourd'hui, tel que le gouvernement est organisé, il y a un certain nombre de ministères qui organisent, qui structurent la vie en France. Est-ce que vous avez prévu justement de remplacer ces ministères par des organismes aussi temporaires, enfin? Oui, mais tout cela, oui, bien sûr, c'est tout prévu, tout exposé dans le programme qu'on a mis. Simplement que, par principe, on fonctionne sur le schéma que j'expose déjà dans la démosophie, à savoir que on ne met jamais une personne, ça n'a pas de sens. Nommer un ministre est un non-sens absolu par rapport à la civilisation humaine, c'est-à-dire permettre à une personne de prendre une décision qui en touche 65 millions. C'est une aberration. Et surtout quand cette personne n'est pas choisie pour ses compétences, mais parce que c'est un copain de la loge. Donc c'est un non-sens absolu. Et donc le principe de fonctionnement des institutions françaises pendant le Conseil national de transition, c'est une commission qui gère et jamais un individu. Donc prenons par exemple la santé. La santé, vous allez au fond des rayons d'une librairie ou de la FNAC, vous prenez tous les bouquins sur la santé, vous les lisez, vous voyez qui tient la route, compris comment ça fonctionnait, qui a compris tout ça. Et vous allez trouver le docteur Joyeux, le docteur de l'Épine, le docteur de l'Orgerie, etc., etc. Et vous allez trouver les meilleurs cancérologues, les meilleurs scientifiques français cachés derrière les rayons. Et ces gens-là, vous les réunissez tous, vous mettez avec eux des gens qui sont opposés, vous mettez avec eux ensuite des simples citoyens, mais qui sont bien informés des concepts, et vous mettez encore en plus quelques citoyens tirés au sort.
et vous avez une commission de 50 ou 60 personnes qui se réunit, qui réfléchit, qui échange tous les savoirs, etc., et qui, à la fin, propose un schéma de fonctionnement pour la santé, et ensuite, vous avez des Français qui décident par référendum de l'adopter ou de ne pas l'adopter. Et donc, voilà comment devrait tout le temps fonctionner le pays. Uniquement par des commissions avec des gens qui sont des experts et des non-experts, mais qui sont bien informés, qui connaissent les schémas, ainsi que des gens complètement tirés au sort et au hasard. Et quand vous mélangez ces trois sortes de gens, vous avez les spécialistes dans le domaine, vous avez ceux qui sont bien informés même s'ils ne connaissent pas le domaine, et vous avez des gens qui ne connaissent rien du tout. Et là, quand ils ont passé un peu de temps tous ensemble, ben d'abord tous acquièrent une compréhension meilleure même de ce qu'ils sont en train de faire, et puis à la fin, vous avez un débat général qui vous aboutit à une décision. Et la décision, si vous réunissiez tous ces gens, par exemple en matière de santé, c'est qu'en aucun cas on ne peut retirer aux parents leurs droits parentaux, donc il n'est pas question d'obliger au vaccin. Ensuite, ils vont exiger les études, et pas celles faites par ceux qui vendent les laboratoires, mais faites par les laboratoires indépendants, et ils vont les présenter à tout le public. Et puis quand on s'aperçoit que toutes les études montrent que les vaccinations n'ont apporté que des dégâts à l'humain et n'ont jamais rien apporté, bah à ce moment-là, ça devient un constat évident. Mais bon, la même chose pour l'éducation nationale, pour l'armée, pour le fonctionnement de la police, etc. Moi, j'ai connu deux polices. J'ai connu la police quand j'étais petit, où le flic avait systématiquement des gants blancs. Il vous arrêtait très poliment, il vous saluait, et il vous demandait les papiers. Il n'avait pas le droit de vous faire sortir de la voiture. Il n'avait même pas le droit d'éclairer avec une lampe torche l'intérieur de la voiture. Il n'avait pas le droit de regarder dans la voiture, parce que c'est une propriété privée. En aucun cas, il pouvait ouvrir un coffre, ou vous fouiller, ou vous toucher. Bon, j'ai connu cette police-là. Et puis, je l'ai vu petit à petit se dégrader au point que maintenant, on est capable de déshabiller un gosse en pleine rue pour fouiller s'il n'a pas du shit sur lui. Et ça, c'est une dégradation totale du fonctionnement. Donc, le fonctionnement de la police, ça concerne tous les citoyens qui vont être confrontés à cette police qui, normalement, est à leur service. Or, aujourd'hui, on donne à cette police des privilèges pour qu'il se sente supérieur au simple citoyen, alors qu'il est son employé. Et donc là, on a créé un malaise général dans la police qui fait que beaucoup d'entre eux se suicident, beaucoup d'entre eux n'en peuvent plus, et puis d'autres abusent complètement de ces privilèges. Et il n'y a qu'à voir les maltraitances. Alors bon, tout ça, ça veut dire qu'il faut complètement revoir la police, que vous pourriez appeler vous réinitialiser. Il faut réinitialiser complètement le concept au départ, et ensuite mettre en place les formateurs, et ainsi de suite, et dans tous les domaines. Donc le concept de fonctionnement du Conseil national de transition durant cette période de transition, ce sera de maintenir tout par des commissions exclusivement, pas de ministre, pas de président, rien de tout ça. Et puis, durant cette période-là, il y a quand même trois actions majeures qui vont être menées. Une première qui est d'établir une structure nationale qui permette à ce que chaque Français, où il est, puisse au moins une fois par semaine se réunir avec les autres gens, ou de son quartier, ou de son entreprise, ou de son village, pour rédiger une nouvelle constitution. Ensuite, il faut aussi monter une équipe d'environ 7 à 800 000 personnes pour réaliser un audit complet de la société, car actuellement, vous avez une multitude, mais que vous n'imaginez même pas, des centaines de milliers de petits organismes bidons qui sont des associations de loi de 1901, qui sont montés par la franc-maçonnerie, qui entourent la CAF, le Pôle emploi, les trucs sociaux, qui sont impliqués dans tous les domaines et qui, avec ça, ramassent toutes les subventions. Tout ça, ça nécessite un audit, c'est-à-dire que tout le monde puisse voir clair dans les institutions de l'État et comment ça fonctionne, etc., etc. Et quand vous voyez, par exemple, encore il n'y a pas très longtemps, Bernard Kouchner qui achète une Ferrari au nom de la Croix-Rouge française et qui est... Bon, je veux bien, mais si vous imaginez la quantité de véhicules de luxe, de Rolls, de jets privés, d'hélicoptères, etc., que ces gens possèdent au nom de ces organismes-là, vous commenceriez à vous demander pourquoi ce sont ces organismes qui ramassent toutes les subventions des mairies, des conseils généraux, etc. etc. Donc, on est dans un monde total de corruption et d'escroquerie, et il faut y voir clair. Et donc, il faut réaliser un audit complet du pays. Et un audit complet du pays, il faut un juge d'instruction spécialisé en affaires financières et une équipe de 3 à 4 personnes. Je pense que les retraités, surtout les chefs d'entreprise, les commerçants, ont une bonne notion du fonctionnement normal des entreprises, etc. Si vous adjoignez à cette personne un militaire ou un policier ou un gendarme, c'est-à-dire une personne armée qui représente la force pour lui permettre de pénétrer partout et d'étudier tous les dossiers qu'il veut, ça renforce les liens. Et puis si vous ajoutez comme troisième élément un jeune voyou des cités, vous avez un type qui sait chercher le vice
qui connaît le vice et qui s'en laisse pas compter. Et vous avez une équipe de 3 personnes qui vont échanger et se découvrir les qualités les uns les autres et qui vont donc permettre de réintégrer tous les éléments de la société. Les jeunes avec les vieux, les banlieues avec les trucs, etc., etc. Il faut arrêter un petit peu toutes ces divisions. Tout est fait dans nos sociétés pour nous diviser à tous les niveaux, hommes, femmes, vieux, jeunes, etc. Il faut arrêter tout ça. Et ça fait partie des moyens qu'on a de le faire, de créer des commissions, etc. Des gens très différents pour se retrouver ensemble à travailler sur des projets. Merci beaucoup. Je partage votre vision. Je cherche, j'essaye de ne pas être d'accord avec vous et je ne trouve pas de point de désaccord, à vrai dire. Juste pour vous dire… Monsieur Philippe,